Écorégion avec Michel Picot. Bienvenue, Écorégion. Vous le savez maintenant, c'est le magazine des entreprises qui font bouger vos territoires. Et on commence tout de suite avec le sommaire. Des fours vosgiens exportés en Chine, un reportage dans un instant pour tout vous expliquer de Vosges TV. Et puis nous irons à Arcis-sur-Aube, où la sucrerie Cristal Union vit au rythme de la campagne betteravière. Nous y serons et c'est à découvrir avec Canal 32. Et puis le focus de cette émission, la réhabilitation d'une ancienne voie de chemin de fer abandonnée, mais qui devrait ressusciter pour transporter non plus des voyageurs, mais des déchets nucléaires. Ce projet ne fait pas que des heureux. Un reportage de Puissance Télévision. L'entreprise vosgienne s'appelle Fours Grand-Mère. Elle poursuit son développement à l'international dans un contexte particulièrement compliqué, mais la PME vient de vendre ses fours en Chine. Son chiffre d'affaires a atteint 1,6 million d'euros sur l'année, retrouvant son niveau d'avant-crise malgré un marché français en légère baisse. À Jaminil, dans les Vosges, un reportage de Vosges TV. Des fours made in Vosges qui s'exportent à l'autre bout du monde. À Jean-Ménil, l'entreprise Fours Grand-Mère poursuit son développement à l'international avec la vente de 2 nouveaux fours sur le marché asiatique cet été. Direction la Chine, Shanghai puis Shenzhen dans un mois. Alors que les commandes en France connaissent un léger ralentissement lié à la conjoncture économique et politique actuelle, l'activité à l'étranger, elle, se développe. Elle représente désormais près de 45% de l'activité. Ils ont souhaité un four à bois, alors que jusqu'à présent ils travaillaient à l'électrique. Donc ils voulaient montrer encore plus d'authenticité et de tradition en passant avec des fours comme ça. Ils ont acheté aussi un four à pain qui est très pratique de cumuler le feu de bois et la rotation du four. C'est bien plus facile à utiliser. Si les États-Unis sont leurs plus gros clients à l'international, les fours Grand-Mère doivent aussi composer avec des contraintes fortes, en particulier l'augmentation de 15% des droits de douane récemment imposés par le président américain Donald Trump. Heureusement, je dirais, c'est le même lot pour tous les pays européens, donc y compris pour certains de nos concurrents qui viennent aussi d'Europe. Évidemment, ça nous pénalise par rapport à la production locale américaine, mais comme on est sur un créneau plutôt haut de gamme, de grande qualité, et que nos clients, c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous, les spécificités de nos fours en briques, cette voûte basse et quelque chose de plus efficace, on pense que, pour l'instant, ça n'impacte pas trop les ventes. Mais ce qui fait le grand succès de cette entreprise vosgienne implantée depuis plus de 40 ans, c'est principalement ce système de four rotatif à plateau tournant, unique sur le marché mondial. C'est-à-dire qu'on a des plateaux individuels à pizza sur lesquels on va poser une pizza qui va avoir un mouvement planétaire, on va dire dans le four, c'est-à-dire qu'elle va tourner sur elle-même en même temps qu'elle fait une rotation. Et le principe du four, c'est que vous pouvez adapter la vitesse à votre temps de cuisson et donc on cuit en un tour. Quand la pizza revient, elle est cuite et elle est cuite parfaitement régulièrement puisqu'elle aura tourné sur elle-même tout le temps et donc vous n'aurez plus à avoir le pizzaiolo qui va tourner lui-même la pizza à la pelle dans le four, il n'a plus besoin de surveiller. Et ici, le savoir-faire humain, 18 salariés au total, est au centre du process. Je suis en train de faire un support pour mettre une porte Wesley, ce qu'on appelle une porte Wesley, une porte en fonte, pour pouvoir alimenter le four de pain ou de pizza. Avec un chiffre d'affaires de 1 600 000 euros, légèrement en dessous de la période Covid, Fours Grand-Mère a retrouvé son niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. À Arcis-sur-Aube, la sucrerie Cristal Union vit au rythme de la campagne betteravière depuis le début du mois de septembre. Chaque minute et demie, un camion livre son chargement de betteraves. Au total, 250 chauffeurs assurent un balai ininterrompu, jour et nuit. Un reportage de Canal 32. La sucrerie d'Arcis-sur-Aube est un acteur économique majeur de son territoire, dans un rayon de 30 km. Depuis le 11 septembre, près de 1400 agriculteurs de l'Aube et du sud de la Marne fournissent les betteraves à la coopérative. Un printemps assez sec avec des secteurs qui ont eu très peu d'eau. Donc on a des variations qui sont assez importantes au niveau rendement puisqu'on fluctue d'un peu de 40 tonnes, on va dire, à plus de 100 tonnes hectares. Par contre, au niveau du groupe, on s'attend à une bonne production. Donc on a connu 2 années records où Arcis avait les meilleurs rendements de France. On a eu la campagne la plus longue depuis de très nombreuses années à Arcis l'année dernière avec 137 jours. Cette année, on va tout de même faire 125 jours, ce qui reste une très belle campagne. La sucrerie fait appel à des prestataires locaux pour transporter chaque jour
24 000 tonnes de betteraves jusqu'au site de transformation. Les agriculteurs arrachent les betteraves au niveau de leur champ, font des tas en bord de route ou en bord de champ, et c'est nous qui venons chercher ces betteraves. Et 250 chauffeurs qui travaillent 24/24 pour alimenter l'usine, puisque l'usine a besoin d'un camion toutes les minutes et demie pour pouvoir assurer l'alimentation betterave. Mais on profite également de ces camions pour sortir des pulpes. Ils vont en méthanisation, en silo pour nourrir les animaux et également dans des déshydratations pour faire des bouchons. À Arcis-sur-Aube, la moitié des volumes est destinée à la production d'alcool. Un nouveau programme vise à réduire les besoins en eau pour cette activité de distillerie. Ici, nous avons actuellement un investissement assez important de plus de 8 millions d'euros qui va nous permettre d'épurer les eaux de la distillerie, les eaux de rejet de la distillerie. Nous allons récupérer cette eau qui a été épurée pour alimenter la distillerie à nouveau et faire encore des économies d'eau. Mais nous réutilisons notre eau de rejet pour faire de l'irrigation au printemps. Et là, il y a un problème d'odeur récurrent et cette machine va nous permettre de diminuer très fortement les odeurs. Après l'impact de l'interdiction des néonicotinoïdes sur les rendements, la filière surveille désormais l'accord de libre-échange Mercosur. Celui-ci prévoit l'importation de 190 000 tonnes de sucre supplémentaire et de plus de 8 millions d'hectolitres d'alcool, une production stratégique pour les sites d'Arcis-sur-Aube et de Bazancourt. Et puis le focus de cette émission déraille au milieu de la végétation, mais d'ici à quelques années, ce sera une voie ferrée toute neuve. Pourtant, cette ligne est à l'abandon depuis une dizaine d'années. Une fois réhabilitée, cette voie va permettre d'acheminer des matériaux de construction et des déchets nucléaires vers le site d'exploitation de Bure. 76 trains par an, à peu près 6 trains par mois. Mais cette ligne ne plaît pas à tout le monde. Focus proposé par Puissance Télévisions. Des rails au milieu de la végétation, mais d'ici quelques années, ce serait une voie ferrée toute neuve. Pourtant, la ligne 027 000 est à l'abandon depuis une dizaine d'années. Elle relie Nançois-Tronville à Gondrecourt-le-Château. Une fois réhabilitée, cette voie va permettre à Cigéo d'acheminer des matériaux de construction, puis les déchets nucléaires vers son site d'exploitation à Bure. À Abbainville, le maire se souvient encore de l'ancienne voie ferrée disparue il y a plus de 10 ans. Il y avait une Micheline, là, à l'époque-là on appelait ça l'autorail ou la Micheline, qui allait sur Neuchâteau, de Nançois à Neuchâteau. Je l'ai pris même moi une paire de fois quand j'étais jeune. Mais bon, il y avait quand même pas mal de monde qui prenait le train à cette époque-là. Hein. Il y avait pas de voiture comme on a à l'heure actuelle. Hein. Les jeunes qui allaient au travail ou au collège ou sur Neuchâteau, il fallait qu'ils prennent l'autorail. Hein. Ils venaient là. Voilà. Bon, là c'est sûr que tout est en friche. Ils vont avoir un petit peu de travail. Hein. Les communes ont reçu des subventions de la part des groupements d'intérêt public pour le passage des trains. Et cette maison, par exemple, a été rachetée par l'Andra pour éviter de gêner les potentiels propriétaires ou bien la création d'une ZAD par des manifestants. Mais l'interrogation reste sur les financements reçus. On a un niveau de charge qui a augmenté. Et aujourd'hui, sans cet accompagnement-là, on ne bouclerait plus notre budget. Il est clair que si on n'a pas aujourd'hui de garantie sur l'accompagnement, rien n'est fiché. Si l'accompagnement n'est pas là, nous, on refusera cette ligne de chemin de fer parce qu'elle servira uniquement à l'Andra. Et de toute façon, pour nous, on n'aura que des inconvénients. Lorsque le centre d'exploitation sera actif, il y aura jusqu'à 76 trains par an. Mais avant, des travaux sont nécessaires. En tout, le chantier va coûter 120 millions d'euros. Dans la commune d'à côté, les rails traversent eux aussi le village et la route passante sera coupée en deux. Les jardins privés et les maisons accolées seront aussi impactés. Mais pour le maire, le problème est ailleurs. En soi, la voie ferrée, qu'elle soit réutilisée, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange plus, c'est la manière dont ça a été fait. Alors on parle de concertation, je pense que c'est plutôt de la pseudo-concertation. Je dirais même que c'est de l'information, puisqu'à chaque fois que des problèmes sont soulevés, eh ben, on n'en tient pas compte. On n'a jamais été consulté avant, quoi. Notamment pour le projet de développement de territoire, où la commune n'a pas été questionnée, ou n'a pas eu son avis à donner, quoi. Mais tous ne sont pas d'accord pour le passage des trains dans les communes.
notamment le collectif de la protection de la vallée de l'Ornain. Il y a quelques mois, une réunion a été organisée à Bar-le-Duc pour alerter sur les problèmes que vont causer ces trains. Le paysage va changer. Des personnes qui avaient l'habitude d'aller faire leur jardin et de traverser les voies ne pourront plus. Et puis, au niveau écologique, tout va être bétonné, il va y avoir des bassins de rétention, il va y avoir du béton partout. Donc le cadre de vie va être modifié. Et puis les nuisances du fait d'avoir à terme des colis quand même qui transportent des déchets hautement radioactifs qui passeront devant leurs fenêtres. Donc les personnes ne comprennent pas qu'on réhabilite cette voie qui a servi autrefois à transporter des passagers et des céréales, mais aujourd'hui pour des déchets, les gens ne sont absolument pas d'accord. Beaucoup de personnes n'ont pas été informées lors de l'achat de leur maison et aujourd'hui ils se disent qu'est-ce qu'on va en faire ? Nos enfants ne viendront pas y habiter et nous on n'arrivera plus à la vendre. Des cartes sont aussi mises en avant avec des déraillements de trains qui ont lieu dans la région ces dernières années. Pour eux, le message est clair, pas de voie ferrée. Pourtant, pour le projet Cigéo, ce chemin de fer est nécessaire pour acheminer d'abord les matériaux, puis les déchets nucléaires. C'est un élément primordial pour le chantier. Cette voie, elle est nécessaire effectivement d'une part à la construction de Cigéo et également à son exploitation quand il sera autorisé pour pouvoir acheminer les colis de déchets radioactifs. L'impact de l'utilisation de la voie ferrée est plus intéressant, c'est-à-dire qu'il est moins important que si nous avions circulé qu'avec des camions, que c'est ce choix-là qui a été retenu. Il n'a pas été retenu par l'ANDRA seul, il a été retenu après une concertation, mais je ne partage pas le fait que ça n'a pas été fait avec beaucoup de concertation. L'hypothèse d'un accident n'est pas exclue, et que donc pour être autorisé à transporter les matières dangereuses, dans notre cas, si je vais uniquement sur la partie colis de déchets radioactifs, il faudra que ces colis de déchets radioactifs soient emballés dans des emballages de transport qui respectent une réglementation bien spécifique et qui aura permis de démontrer que même en cas d'accident, incendie, immersion si après l'accident les colis devaient tomber dans un lac, un étang ou une rivière, en fait l'impact reste totalement maîtrisé. Pour autant, les travaux de réhabilitation ne commenceront pas avant 2028. Quoi qu'il arrive, les trains Castor devraient circuler sur ces 36 km de voies à partir de 2032. Et vous pouvez revoir cette émission, bien entendu, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles à la radio ou encore en podcast audio. N'hésitez pas à vous abonner. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.